C'est par une matinée humide de février, alors qu'un brouillard de plomb s'accrochait à Baker Street comme un linceul, que l'étrange affaire du savant qui s'oublia 2 fois fut portée à notre attention. Moi, le docteur John Watson, je revenais, tout juste de ma tournée à Saint-Barthélemy, et trouvais Holmes à son poste habituel, affalé sur le canapé, ses longs membres drapés dans un repos insouciant, une pantoufle turque remplie de tabac à ses côtés, et le Times ouvert sur ses genoux. Il a levé les yeux quand je suis entré, les yeux brillants malgré la morosité. « Ah, Watson », dit-il en désignant le plateau du petit déjeuner intact posé sur la table. « Vous avez manqué un visiteur des plus étranges. Un monsieur est arrivé il y a moins d'une demi-heure, trempé jusqu'aux os, persuadé d'être quelqu'un qu'il n'est décidément pas. » Je haussai un sourcil et retirai mon pardessus et mes gants. Déjà une affaire, Holmes, je crois qu'elle a à peine 10 ans. En effet, mais j'ose dire que celui-ci n'est pas du genre habituel, dit-il en se levant et en s'approchant du feu. Il s'est présenté comme le professeur Aloysius Dallimore de Cambridge, un homme d'une autorité respectable dans le monde universitaire, connu pour ses écrits sur les langues anciennes. Et pourtant, Holmes marqua une pause, pressant un doigt sur sa tempe. Il n'est pas le professeur Dallimore, ou du moins pas de façon cohérente. Pas Dallimore? Alors qui est-il? C'est précisément là, mon cher Watson, l'énigme. Holmes récupéra une carte sur la cheminée et me la tendit. Elle portait le nom de l'homme, son adresse au King's College et une impressionnante liste de diplômes. Mais au dos, griffonné d'une écriture tremblante, se trouvaient 4 mots. Je ne m'en souviens pas. Je l'ai trouvé debout juste devant la porte, continua Holmes. Ni chapeau ni par-dessus, les mains tremblantes comme sous l'effet de la fièvre. Il m'a demandé si c'était la résidence de M. Sherlock Holmes. Sur ma réponse affirmative, il a marmonné quelque chose à propos de la salle de verre et s'est effondré sur la chaise là-bas. Qu'a-t-il dit après? Peu utile. Son récit était fragmentaire. Par moments, il parlait avec la clarté et le ton d'un homme instruit. Puis, telle une lanterne vacillant au vent, sa mémoire vacilla. Il prétendait être poursuivi, par qui il ne savait pas. Il insistait sur le fait que sa vie était en danger, mais ne pouvait avancer aucun motif. De plus, ajouta Holmes avec une joie manifeste, il était venu avec un mouchoir monogrammé marqué Spoiblewet, un talon de billet de train de York. Aucun des deux ne correspond aux informations connues du professeur Dallimore. Je jetai un regard surpris à Holmes. Alors qui est-il? Un imposteur? Ou peut-être une victime? Répondit Holmes en croisant les bras. Il n'est pas rare que des cas de fugue touchent des hommes sous la contrainte, mais il y avait autre chose. Quoi? Une tache d'encre, dit-il en plissant les yeux, à l'intérieur de sa manchette gauche, Watson. Pas une tache d'érudit, remarquez, trop pâle. Elle était fraîche mais légère, comme si elle avait été transférée, peut-être effleurée au passage. Je fronçai les sourcils. Transférée de quoi? C'est ce que nous devons déterminer. À ce moment-là, un coup frappa à la porte et interrompit nos réflexions. La voix étouffée de Madame Hudson traversa la porte. « L'inspecteur Lestrade vous reçoit, Monsieur Holmes. »« Ah, l'esprit officiel arrive, » murmura Holmes. « Voyons si le Yard est aussi déconcerté que je suis intrigué. » La porte s'ouvrit pour laisser entrer l'inspecteur Lestrade, l'air harcelé et irrité par le vent. « Holmes, » dit-il en ôtant ses gants, « on a un drôle de cas sur les bras. Un homme a été trouvé errant dans les jardins de Kensington ce matin, parlant un charabia et citant le latin comme un vicaire fiévreux. Il prétend qu'on lui a volé son nom. Il se fait appeler lui-même. Distinctif, s'il vous plaît. » Holmes se retourna lentement, une lueur dans le regard. 2 Dallimore en une matinée, Lestrade. C'est vraiment anormal. Lestrade cligna des yeux. 2, je crains que le professeur ne fasse double emploi, dit Holmes d'un ton froid. Dites-moi, ce monsieur avait-il quelque chose sur lui? Une montre, des papiers, un portefeuille? Aucune identification, mais nous avons trouvé une page arrachée d'un manuscrit rare, écrit en vieux slavon. Il la serrait contre lui comme si sa vie en dépendait. Holmes émit un léger sifflement et se retourna vers le feu. « Eh bien, Watson, » dit-il, « le jeu est certainement en cours. » Holmes resta silencieux un instant après la révélation de Lestrade, les doigts croisés sous le menton, les yeux mi-clos comme s'il parcourait un registre de données internes. J'avais fini par reconnaître cette posture. C'était le signe avant-coureur du mouvement, le moment où la matière première d'une énigme passait des fragments chaotiques à l'hypothèse structurée. 2 hommes, dit-il doucement,
se présentant tous deux comme le professeur Aloysius Dallimore, tous deux incapables d'expliquer les éléments clés de leur identité, tous deux retrouvés désorientés et seuls dans le brouillard matinal. L'un devant ma porte, l'autre babillait dans les jardins de Kensington. Curieux, Watson, très curieux. Lestrade, qui s'était assis et frottait maintenant ses mains gantées l'une contre l'autre pour se réchauffer, émit un grognement sceptique. Il me semble évident que l'un est fou et l'autre un escroc. Coïncidence, rien de plus. Holmes haussa un sourcil. Et lequel est lequel, inspecteur? Eh bien, celui de Kensington, il n'a pas toute sa tête. Il cite Horace et fixe les arbres comme s'il lui répondait. Celui que tu as vu au moins, il a eu la décence de frapper à une porte. Holmes eut un petit rire sec. Et pourtant, vous avez dit qu'il serrait une feuille de manuscrit. Pas le genre de chose qu'un vagabond valoriserait plus que son propre manteau. Lestrade se déplaça mal à l'aise, conscient de la situation. Pourtant, aucun crime n'a été commis ici, Holmes. Pas encore. C'est bizarre, je vous l'accorde, mais pas vraiment votre lot habituel. Tu me déçois, Lestrade, dit Holmes avec un faux reproche. Un homme oublie son nom, et c'est une excentricité. Deux hommes oublient le même nom, et tu parles d'une coïncidence. Dis-moi si tu rencontrais deux hommes dans la rue, chacun prétendant être le même directeur de banque, sans qu'aucun d'eux ne se souvienne de son adresse ou de son numéro. De compte, prendrais-tu cela pour de la folie, ou soupçonnerais-tu un faux? Lestrade rougit. Tu penses qu'il s'agit d'une usurpation d'identité, alors? Je pense que c'est une question de conception, répondit Holmes, et j'ai l'intention de visiter King's College ce matin. Je me suis levé aussitôt. Veux-tu que je t'accompagne? Bien sûr, Watson, prends ton revolver. Cette précaution est-elle nécessaire? Probablement pas, mais ce sont toujours les affaires qui commencent par un brouillard, et des professeurs bégayants qui finissent par des balles. Lestrade, si vous pouviez avoir l'amabilité de faire en sorte que ces deux messieurs soient retenus au yard pour le moment, j'aimerais les examiner après avoir discuté avec ceux qui connaissent le véritable professeur Dallimore. À 11h30, nous traversions la grande cour du King's College, la fraîcheur de février s'atténuant à peine malgré le brouillard qui s'éclaircissait. Les anciens bâtiments de pierre se dressaient gris et imposants, leurs flèches se détachant sur le ciel pâle. À l'intérieur, le collège grouillait d'étudiants en cape et de messagers affolés. Un portier, après quelques encouragements de Holmes et un geste de sa carte, nous conduisit à travers un long couloir lambrissé de chênes jusqu'au bureau du doyen de la faculté de linguistique, le docteur Horace Pentlow. Pentlow était un homme, petit et mince, la cinquantaine avancée avec un nez de faucon et un pince-nez dangereusement en équilibre au bout. Il nous accueillit avec réserve, même si le nom de Holmes lui disait clairement quelque chose. « Oui, oui, Sherlock Holmes, j'ai lu le récit de vos exploits, mais j'avoue que je suis perplexe quant à votre présence ici ce matin. » Holmes ne perdit pas de temps. « Nous enquêtons sur une affaire impliquant le professeur Dallimore. L'avez-vous vu récemment ?»« Pas avant 2 jours, » répondit Pentlow en fronçant les sourcils. « Il devait donner une conférence sur les palimpsestes gothiques hier après-midi, mais il n'est pas venu. Très irrégulier, pas du tout dans ses habitudes. Était-il en bonne santé la dernière fois que vous l'avez vu? En effet. Il semblait un peu agité, mais j'ai attribué cela à la pression de la préparation de sa conférence. Il a évoqué une découverte qu'il avait faite aux archives bodléiennes, une note parmi des textes slaves. A-t-il dit à quoi se rapportait la découverte? Pentlow hésita. Seulement que c'était important, il était inhabituellement secret. Et je dois vous dire, monsieur Holmes, que Dallimore avait récemment eu un comportement étrange. Il avait pris l'habitude de fermer son bureau à clé, même pour quelques minutes d'absence. Il arrivait plus tôt et restait plus tard. Et il recevait du courrier sous un nom que je ne connaissais pas. Holmes se pencha légèrement en avant. Quel nom? Pentlow ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un petit bout d'enveloppe. Ceci lui est arrivé il y a 3 jours. Il l'a laissé derrière lui car il n'est pas revenu. Holmes prit l'enveloppe et l'examina. Le papier était épais, estampillé d'un sceau étranger. Le nom était écrit « Dr Henry Wexler, département des Antiquités. Université de Prague. » Holmes me le tendit. « H.W. » murmurai-je, les initiales sur le mouchoir. « Tout à fait, » dit Holmes. « Pentlow, serait-il possible d'examiner? Le bureau du professeur Dallimore ?» Le doyen hésita un instant avant de sortir un lourd trousseau de clés. « Très bien, mais je crains que vous ne le trouviez tel qu'il l'a laissé, en désordre et verrouillé. »
Le bureau était niché dans un coin sombre de l'aile nord, tapissé de livres du sol au plafond. Les fenêtres étaient closes, les rideaux tirés. Des grains de poussière dansaient dans des raies de lumière froide lorsque Holmes ouvrit la porte et entra. L'odeur était forte et métallique, de l'encre, du parchemin et quelque chose d'autre, plus faible et moins académique. Un petit poêle à pétrole était toujours froid et éteint dans un coin. Holmes examina la pièce avec sa précision habituelle, contournant d'un pas léger un bureau encombré de papiers, de lexiques et de ce qui ressemblait à des fragments de manuscrits médiévaux. Il ouvrit le tiroir du bureau et émit un léger « bruit ». « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Une carte de rendez-vous, voir ici. » Il m'a tendu la carte. Elle était simple, à l'exception du nom et de l'heure imprimée. Dr. Chas G. Brent, Harley Street, clinique de neurologie, mardi, 14h. « C'est aujourd'hui, dis-je. Holmes hocha la tête. Un neurologue. Intéressant, non? Que voudrait un spécialiste des langues mortes d'un neurologue? J'ai l'intention de demander précisément cela au Dr. Brent. Avant de partir, Holmes ouvrit un dernier tiroir et, de ses doigts gantés, souleva un épais carnet relié en cuir. Il feuilleta les pages, ralentissant à la dernière entrée. Puis il fronça les sourcils et me le tendit. D'une main précise était écrit « Il ne faut pas se fier au miroir. Il reflète le deuxième homme. » Il n'y avait pas de date. Holmes ferma soigneusement le carnet. « Watson, dit-il, il ne s'agit pas d'une simple illusion académique. Il y a ici un jeu d'identité, une duplication non seulement de la personne, mais aussi de la finalité. Nous avons affaire à quelqu'un qui a fait de la mémoire elle-même son instrument. » Alors que nous retournions dans la cour illuminée, un coursier est arrivé en courant sur les pavés vers nous. « Monsieur Holmes » appela-t-il. Holmes leva la main. « Oui ?» L'homme nous a rejoints, essoufflés, et a remis un télégramme à Holmes. Holmes le lut une fois, puis une autre fois. Il ne dit rien, mais me le passa silencieusement. 2. Lestrade, Scotland, Yard Object. Les deux sujets se sont échappe-notes laissés derrière nous. Le troisième homme regarde. Demandez un retour immédiat. Holmes a croisé mon regard. Eh bien, Watson, dit-il doucement, le filet que nous traquons est bien plus complexe que je ne le craignais. Et sans un mot de plus, nous nous sommes retournés et nous sommes dépêchés de prendre un taxi. Nous n'avons pas pris le temps de délibérer une fois le télégramme entre les mains de Holmes. Les nouvelles de Lestrade étaient extrêmement troublantes. Les deux hommes, se présentant tous deux comme le professeur Aloysius Dallimore, avaient disparu de la garde à vue, ne laissant derrière eux qu'un message énigmatique. Le troisième homme regarde. Cette phrase persistait menaçante dans mon esprit, tandis que nous foncions dans les rues embrumées vers Scotland Yard. Elle suggérait une présence invisible, un manipulateur tirant les ficelles dans l'ombre, un pas en avant de la loi et de nous-mêmes. À notre arrivée, Lestrade nous accueillit avec une expression mi-frustrée, mi-épuisée. « Holmes, Dieu merci. On est au bout du rouleau. Les hommes ont disparu la nuit dernière. Aucun signe d'effraction, aucune trace de pas. C'est comme s'ils s'étaient volatilisés. » Le regard de Holmes était perçant et inflexible. « Ces hommes semblaient-ils se connaître ?» Lestrade secoua la tête. Pas un mot l'un sur l'autre. L'un affirmait être Dallimore. L'autre répétait la même chose. Mais aucun des deux ne reconnaissait l'existence de l'autre. Holmes tapota le bureau du bout des doigts, les yeux plissés. Une curieuse forme d'amnésie ou plutôt une orchestration minutieuse de faux souvenirs. Et ce troisième homme? Des pistes? Demandai-je. Lestrade soupira. Aucune. Le mot a été laissé par terre dans la cellule. Aucune empreinte digitale, sauf celle des deux prisonniers et des gardiens. Holmes se leva brusquement. Très bien, Lestrade. Je veux que tout le yard soit passé au peigne fin pour trouver quiconque aurait croisé un inconnu ou quoi que ce soit d'inhabituel pendant la nuit. Nous allons recommencer. Notre première étape fut d'examiner les cellules d'où les hommes s'étaient évadés. Les pièces étaient petites et peu meublées, chacune dotée d'une fenêtre à barreaux donnant sur une cour sombre. Les serrures et les portes étaient intactes, sans aucune trace d'effraction. Holmes s'accroupit pour examiner le sol autour de l'encadrement de la porte. « Aucun signe de passage secret ?» demandai-je. « Aucune, » dit Holmes d'une voix calme. « Mais remarquez les légères éraflures ici, le long de la plainte, et ici un léger résidu, une sorte de fine poussière, inhabituelle. » Lestrade fronça les sourcils. « De la poussière. »
Adou. Holmes sortit de sa poche une petite loupe et inspecta les taches avec un soin méticuleux. Une sorte de poudre, pas une poussière ordinaire provenant du bâtiment, peut-être du talc fin ou de la craie. Sa présence ici pourrait suggérer l'utilisation d'un lubrifiant ou une tentative de neutralisation, peut-être en faisant coulisser des serrures ou des charnières. Mais si les serrures sont intactes, alors la fuite ne s'est pas faite par la force. Il existe un autre moyen, regardez. Holmes sortit un fil de fer fin de la poche de son manteau. Un crocheteur expérimenté, aidé par ses outils et sa connaissance de la structure de la prison, aurait pu libérer les prisonniers sans dommage. Mais la subtilité de cette poussière suggère la main de quelqu'un qui souhaitait effacer complètement leurs traces. J'ai jeté un coup d'œil à Lestrade, qui n'avait pas l'air convaincu mais ne dit rien. L'esprit de Holmes s'emballa. Il y a une personne qui connaît ce bâtiment mieux que quiconque, le gardien de nuit ou peut-être un initié ayant accès aux clés. Lestrade grimaça. Nous avons interrogé le personnel en détail. Aucun n'a avoué quoi que ce soit. Felicitations. Les yeux de Holmes brillèrent. Et pourtant, il faut vérifier. Lestrade, je souhaite examiner les quartiers du gardien et les environs. Pendant que Lestrade organisait l'enquête, Holmes et moi procédions à l'examen des preuves recueillies auprès des deux hommes avant leur disparition. Un fait me troublait particulièrement. La page déchirée en vieux slavon retrouvée sur le corps du deuxième homme, celui de Kensington Gardens. Pourquoi s'accrocher à un fragment obscur? Quelle signification pouvait-il bien avoir? Cet après-midi-là, j'accompagnais Holmes aux archives bodléiennes, où les textes originaux avaient été consultés par le professeur Dallimore. La salle de lecture était une caverne de pierre et de chêne où flottait une légère odeur de vieux papier et de poussière. L'archiviste, un homme réservé, un pince-nez sur le nez, nous accueillit. Le professeur Dallimore est venu ici récemment, mais brièvement, a-t-il déclaré. Il a demandé certains textes sur les langues slaves et les manuscrits médiévaux. Curieusement, il s'est montré particulièrement intéressé par un codex connu sous le nom de Codex Tvorogov, un palimpseste censé contenir des annotations cryptiques sous l'écriture principale. L'intérêt de Holmes s'accrut. A-t-il mentionné des annotations particulières ou des découvertes récentes? L'archiviste secoua la tête. Seulement que c'était révolutionnaire pour comprendre certaines transitions linguistiques. Je crois qu'il préparait un article sur le sujet. Holmes hocha la tête pensivement. Peut-on voir le codex? L'archiviste nous conduisit à une vitrine où reposait le vieux manuscrit, ses pages fragiles maintenues ouvertes par des poids soigneusement placés. Holmes inspecta le manuscrit, traçant du doigt les lettres effacées. « Notez ici, dit-il doucement, une inscription à l'encre rouge dans la marge, faible mais visible. « Peux-tu le lire » ai-je demandé. Holmes plissa les yeux. « Cela semble être une sorte d'avertissement. Méfiez-vous de l'ombre du miroir de peur que le passé n'oublie le vrai visage. » Cryptique, mais pas dénué de sens. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Me suis-je risqué à dire? Holmes soupira. Cela concorde avec la note du carnet. Le miroir reflétant un deuxième homme. Il y a plus en jeu ici qu'une simple perte de mémoire, une tromperie d'identité et peut-être un message caché encodé dans ces textes. En quittant les archives, la fraîcheur de l'air du soir s'est installée sur nous, nous rappelant l'urgence de cette affaire. De retour à Baker Street, Holmes se pencha à nouveau sur son carnet, notant les notes avec une intensité croissante. Son attitude était inhabituellement agitée, et je pouvais voir la tension sous son calme habituel. Ce soir-là, en me couchant, je l'entendis errer dans le bureau, marmonnant des bribes de latin et de slave. Le mystère se dénouait, mais lentement, et à chaque fil tiré, une complexité plus profonde se révélait. 2 jours plus tard, nous avons reçu une nouvelle convocation de Lestrade. Le troisième homme, l'observateur, s'était manifesté. 1. Collis était arrivé à Scotland Yard, adressé simplement à l'inspecteur Lestrade. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée, sans cachet postal, mais portant le même sceau étranger que celui que nous avions déjà vu sur l'enveloppe destinée à Dallimore, le blason du département des Antiquités de l'Université de Prague. Lestrade brisa le sceau avec une grimace et en sortit une feuille de parchemin épais. Un bref message y était écrit dans une écriture audacieuse et inhabituelle. « Qui oublie son nom 2 fois, oublie celui qui le regarde. Trouve la salle de verre. Méfie-toi de la troisième ombre. »
Le visage de Holmes était indéchiffrable lorsqu'il lut le message à 2 reprises. « La salle de verre », songea-t-il, une expression que j'ai déjà entendue à propos de cette affaire. Je me suis alors souvenu des mots murmurés par l'érudit lors de notre première rencontre, la salle de verre. De quelle pièce pouvait-il s'agir? Un bureau, un laboratoire, ou peut-être une chambre secrète du King's College? Holmes convoqua immédiatement Pentlow, le doyen, pour lui demander une carte des plus anciens bâtiments et caves du collège. « Ah » dit Pentlow en étendant la main sur le vieux parchemin. « Il y a une pièce sous la vieille bibliothèque, appelée la spéculateur, la salle des vers. Elle servait autrefois à observer des spécimens rares à la lumière naturelle grâce aux grands vitraux qui la surplombaient. Pouvons-nous visiter cette pièce ?» Pentlow hocha la tête. Il est scellé depuis des années, mais les clés sont toujours dans les archives du collège. Ce soir-là, Holmes et moi nous rendîmes au King's College à la tombée de la nuit. Les pierres usées étaient couvertes de givre et un brouillard épais s'enroulait entre les arcades et les cloîtres. Pentlow nous attendait avec 2 clés et une lanterne. Descendant d'étroits escaliers de pierre, nous entrâmes dans la chambre obscure. C'était une petite pièce voûtée, bordée d'étagères et de vitrines désormais vides, à l'exception d'éclats de cristal brisés et de poussière. Holmes se dirigea rapidement vers un grand miroir placé contre un mur. Un objet curieux, son cadre étant sculpté de runes étranges. « Regarde bien, Watson, » murmura-t-il, « ce miroir n'est pas ordinaire. » Il passa le doigt sur le verre et appuya sur un loquet à peine perceptible. Avec un léger clic, une partie du miroir glissa sur le côté, révélant une étroite cavité derrière elle. À l'intérieur se trouvait un manuscrit plié, rédigé de la même écriture que le message que nous avions reçu. Holmes le déplia, avec précaution. Le document parlait d'une 3e ombre, une figure capable de manipuler la mémoire et l'identité par des moyens cachés. Un érudit qui avait découvert un moyen d'effacer ou d'implanter des souvenirs en utilisant des composés chimiques rares dérivés de textes anciens. Ceci, dit Holmes, les yeux flamboyants, est la clé de notre mystère. Quelqu'un utilise des connaissances à la fois obscures et scientifiques pour faire oublier à ces hommes leur propre existence. Et le 3e homme, l'observateur. Qui contrôle le processus, l'architecte de ce jeu terrible? Soudain, un bruit s'éleva dans le couloir, un pas étouffé. Holmes fit signe au silence tandis que nous éteignions la lanterne et nous fondions dans l'ombre. Les pas se rapprochèrent, hésitants mais délibérés. La voix de Holmes n'était qu'un souffle. « Préparez-vous, Watson. Le jeu a vraiment commencé. » Un léger bruissement de pas résonna dans l'étroit couloir devant le spécularium. Holmes et moi restâmes immobiles, enveloppés par les ombres projetées par la lanterne mourante que nous avions éteinte quelques instants auparavant. Les murs de pierre froids semblaient se refermer sur nous, étouffant tout bruit, sauf celui de cette approche prudente. Mon cœur s'emballa non pas de peur, mais du frisson de l'inconnu qui nous entourait comme un nœud coulant. Les yeux de Holmes brillaient avec la vivacité d'un prédateur traquant sa proie. « Observez, Watson, » murmura-t-il. L'observateur se déplace avec une hésitation mesurée, familier mais prudent. La silhouette apparut au coin de la rue, faiblement éclairée par la lueur vacillante d'un réverbère à gaz fixé en hauteur sur le mur. Un homme grand et élancé, dont la silhouette était partiellement masquée par un lourd par-dessus et un chapeau à large bord baissé. Il ne portait aucune arme visible, mais serrait une petite sacoche en cuir dans une main. La voix de Holmes baissa encore plus. Un érudit par la démarche, un homme d'habitude. Notez sa démarche prudente. Un universitaire cherchant à éviter d'être repéré plutôt qu'un vulgaire criminel fuyant une poursuite. L'observateur s'arrêta juste devant la porte de la salle vitrée, sortit une clé de sa poche et déverrouilla l'ancienne grille de fer qui séparait la pièce du reste du collège. Ses gestes étaient lents, délibérés, presque rituels. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un simple intrus, mais de quelqu'un connaissant et peut-être respectant les lieux. Alors que le portail grinçait, l'homme hésita, son regard balayant le couloir sombre, comme s'il percevait des regards invisibles. Puis, se glissant à l'intérieur, il verrouilla le portail derrière lui. Le bruit sourd résonna dans le passage vide. Holmes tendit la main et posa un doigt sur mes lèvres, signifiant le silence. Nous devons rester invisibles. J'acquiesçai, serrant mon revolver, prêt à toute éventualité. L'observateur se dirigea vers le miroir dissimulé dans la pièce
et en sortit une liasse de papier plié. D'une main experte, il étala soigneusement les feuilles sur le verre fissuré, les éclairant à la lueur de sa lanterne. Bien que les mots aient été écrits dans l'étrange écriture du dernier message, la maîtrise des langages cryptiques par Holmes lui a permis de traduire à voix haute d'un ton bas et urgent. « Le manifeste de l'observateur », murmura Holmes. « L'œil de l'esprit peut être aveuglé, le reflet du miroir altéré, mais la vérité surgira de l'ombre. S'oublier soi-même 2 fois, c'est devenir le réceptacle de la volonté d'autrui. » L'observateur sortit alors une petite fiole de la sacoche. Holmes plissa les yeux. Un agent chimique, probablement la clé de cette terrible manipulation de la mémoire. Je serrai les dents. Les pauvres professeurs, victimes de cette 3e ombre, soumis à une sorte de subterfuge neurologique. Holmes hocha la tête d'un air sombre. Exactement, Watson, et le docteur Brent, neurologue, n'est pas un simple spectateur. Sa carte de rendez-vous retrouvée dans le bureau de Dallimore n'était pas une coïncidence. À cet instant, l'observateur s'arrêta, comme s'il percevait une présence invisible. Il leva la fiole à la faible lumière, examina attentivement son contenu, avant de la replacer dans la sacoche et d'en retirer un petit instrument qui ressemblait à un cuivre complexe, dont la fonction était obscure, mais indéniablement scientifique. Soudain, un bruit nous fit sursauter, un léger craquement provenant du fond du couloir. L'observateur se raidit et se dirigea vers la porte, la déverrouilla silencieusement et sortit au moment même où Holmes allumait une allumette pour rallumer la lanterne. « Après lui, Watson », murmura Holmes avec urgence. Nous nous sommes précipités dans le couloir, mais l'observateur avait déjà disparu, s'évanouissant dans les couloirs labyrinthiques du King's College, comme englouti par les pierres elles-mêmes. L'air froid de la nuit nous pesait lourdement, tandis que nous nous précipitions à sa poursuite, l'appelant sans recevoir que des échos en réponse. Notre poursuite nous a conduits à travers des passages tortueux et d'anciens escaliers, chaque pas pesant davantage sous le poids de l'incertitude. Finalement, nous avons émergé dans la cour du collège, désormais enveloppé d'un brouillard qui s'accrochait au sol. L'observateur avait complètement disparu. Holmes s'affala sur un banc, de pierre, le souffle court. Il connaît cet endroit comme sa poche, Watson. Notre cible n'est pas un criminel ordinaire, mais un érudit qui mêle science, linguistique et subterfuge pour dissimuler ses actes. J'ai hoché la tête, essayant de reprendre mon souffle. Mais pourquoi? Quel intérêt y a-t-il à effacer? La mémoire de ces hommes? Holmes tourna vers moi son regard perçant. Contrôle, information. Le pouvoir de manipuler non seulement des documents ou des artefacts, mais aussi l'esprit même de ceux qui gardent le savoir. Notre conversation fut interrompue par l'arrivée de Lestrade, accompagné de 2 policiers en uniforme. Il avait l'air grave. « Holmes, vous devez venir vite, il y a eu un incident. » Nous l'avons suivi jusqu'à une cellule voisine de Scotland Yard. Là, affalé contre le mur froid, se trouvait le 2e homme, celui retrouvé à Kensington Gardens, ramené dans des circonstances mystérieuses, mais dans un état bien pire. Son regard était vide, son discours incohérent. Holmes s'agenouilla près de lui et l'observa attentivement. Watson observait les contractions de la main gauche, les pupilles dilatées, signes évocateurs d'un traumatisme neurologique ou d'une influence chimique. Lestrade grimaça. Les médecins sont déconcertés. Ils disent qu'il est complètement dévasté, incapable de se souvenir de son nom. La voix de Holmes était ferme. Non, Lestrade, il se souvient. Mais ce dont il se souvient, c'est d'un mensonge soigneusement construit qui lui a été imposé. J'ai regardé Holmes sortir la page déchirée du vieux Slavon, la comparant au regard vide de l'homme. Ce fragment, dit doucement Holmes, n'est pas un simple vestige, mais un code. Nous devons le déchiffrer entièrement. Cette nuit-là, à Baker Street, Holmes et moi avons travaillé sur le fragment, le recoupant avec des textes slaves connus et des clés linguistiques. Les heures passèrent, ponctuées seulement par les murmures occasionnels de Holmes et le grattement de sa plume. Soudain, Holmes se rassit, les yeux brillants de triomphe. « Watson, ce fragment contient un message caché, incrusté d'acrostiches et de gloses superposées. Il met en garde contre un faux érudit, celui qui usurpe le nom et l'âme d'autrui. Il a expliqué en outre que le texte décrivait un ancien rituel d'effacement d'identité, une subjugation mentale autrefois considérée comme magique, mais désormais scientifiquement plausible avec des composés modernes. Qui pourrait exercer un pouvoir aussi terrible à notre époque,
Hersey, demandai-je. La réponse de Holmes fut sombre. Quelqu'un ayant accès à la fois aux connaissances scientifiques et aux traditions anciennes. Un universitaire animé d'une obsession dangereuse. Le lendemain, nous nous sommes rendus à la clinique du Dr Charles G. Brent, sur Harley Street. La salle d'attente du neurologue était calme et ordonnée, mais l'homme lui-même était insaisissable. Holmes l'accueillit avec une politesse étudiée qui masquait sa méfiance. « Dr Brent, » commença Holmes d'une voix douce, « le dernier patient connu était le professeur Dallimore. » Le visage de Brent pâlit. « Je ne l'ai vu qu'une fois lors d'une consultation préliminaire. Il souffrait de violents maux de tête et de trous de mémoire. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Et pourtant, vous détenez la clé de ces défaillances, n'est-ce pas? Vous connaissez des substances capables de provoquer une amnésie sélective. » Le sang-froid de Brent vacilla, et pendant un instant je vis une lueur de peur dans ses yeux. « Je suis médecin, pas empoisonneur, » dit-il sèchement. « Mon travail est de guérir. » Holmes poursuivit. « Le professeur Dallimore était un érudit qui craignait de perdre la raison. Vous lui avez proposé un traitement expérimental pour préserver sa mémoire. Mais quelqu'un a abusé de vos méthodes. » Brent hésita puis admit. « Certains composés que j'ai développés ont été utilisés sans autorisation. J'ai prévenu les autorités, mais je crains qu'elles n'aient été entendues. » Le visage de Holmes s'assombrit. Ce troisième homme est un membre du monde universitaire, un manipulateur qui a fait de la science une arme. Nous avons quitté la clinique avec de lourdes pensées. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais le tableau complet restait obscurci par des couches de tromperie. De retour à Baker Street, Holmes se mit à examiner chaque détail de l'affaire. Les lettres scellées, les notes mystérieuses, le double Dallimore, et j'observais avec une admiration croissante l'intensité de sa concentration. Soudain, Holmes marqua une pause, le regard brillant. « Watson, je crois que nous avons négligé un détail crucial. Le schéma des rendez-vous, la correspondance scellée, le moment de la disparition des professeurs. Tout cela est lié par un seul fil conducteur, un individu ayant accès aux chambres les plus secrètes de la Bodléienne. » Je fronçai les sourcils. « Mais qui, Holmes? Qui pouvait se déplacer aussi librement parmi ces institutions ?» Holmes sourit, mince et vif. « Voilà, mon cher Watson, la question à laquelle nous devons répondre. » Alors que la nuit s'épaississait par la fenêtre, je ressentais les frémissements familiers de l'impatience. L'affaire avait resserré son emprise, et chaque indice découvert par Holmes rapprochait la véritable nature du troisième homme. Mais l'ombre persistait, et avec elle, la menace de nouvelles tromperies et de nouveaux dangers. Nous étions loin de la fin. Un épais brouillard matinal planait sur Londres, tandis que Holmes et moi retournions aux archives bodléiennes, nos pas résonnant sur les pavés humides qui bordaient les rues étroites. L'heure tardive de notre précédente enquête n'avait pas entamé la ferveur de Holmes. Elle semblait même l'aviver. Son esprit, comme toujours, était une machine infatigable, passant en revue chaque élément de preuve, à la recherche du lien invisible qui relierait les fragments épars en un tout cohérent. « La correspondance scellée, » murmura Holmes, « ces lettres cachées à tous sauf à quelques privilégiés. Elle porte la clé, Watson, et pourtant le sceau lui-même est étrange. » Il a sorti une lettre que nous avions récupérée lors de notre précédente enquête, dont le sceau de cire portait l'emblème du King's College, mais était estampillé d'un insigne inhabituel, un serpent entrelacé d'une plume. J'avais vu de nombreux emblèmes au cours de ma vie, mais celui-ci m'était inconnu. Holmes traça le sceau du bout du doigt. Ce n'est pas seulement un emblème universitaire. Cela signifie l'appartenance à une société secrète, un cercle, clandestin voué à l'acquisition et à la protection de connaissances interdites. De telles sociétés prospèrent dans l'ombre universitaire, leurs membres se cachant parmi les professeurs et les bibliothécaires. J'ai regardé Holmes, la surprise mêlée d'inquiétude. Pensez-vous que le troisième homme pourrait être l'un d'eux? Les yeux de Holmes brillèrent. Je le crois. Et plus encore, il a suffisamment d'influence pour manipuler les rouages de l'université, pour plier faits et souvenirs à sa volonté. Notre enquête nous a conduits jusqu'aux bureaux administratifs du collège, où la secrétaire, une femme austère nommée Miss Alderidge, nous a reçus avec une curiosité prudente. Holmes a présenté la lettre et a demandé s'il y avait des documents de la société derrière le sceau. Mademoiselle Alderidge hésita, puis nous conduisit vers un registre poussiéreux, relié en cuir craquelé.
Les inscriptions étaient écrites d'une main méticuleuse, répertoriant les membres et les activités avec discrétion. « Voici, dit-elle doucement, la liste des membres de la dernière décennie. Vous la trouverez peut-être révélatrice. » Le doigt de Holmes glissa sur la page jusqu'à s'arrêter brusquement. « Professeur Edmund Carstairs, lut-il à voix haute, maître de conférences en langues anciennes, un homme dont le nom est évoqué à voix basse, mais dont la présence est rarement signalée publiquement. Je me suis souvenu de la brève mention de Carstairs par Pentlow qu'à l'heure de notre précédente visite, une silhouette plus ombre comme dans les couloirs du collège. Mademoiselle Alderidge hocha la tête. Child est connue pour ses conférences excentriques et ses recherches solitaires. Rares sont ceux qui ont pu voir son travail de leurs propres yeux. Le visage de Holmes s'assombrit. Alors, il est temps d'aller rendre visite au professeur Carstairs. L'aile du collège était plus froide, plus calme, un endroit où l'écho des pas semblait absorbé par les épais murs de pierre. Nous avons trouvé Carstairs dans son bureau exigu, entouré d'imposantes piles de livres et de manuscrits. Son visage pâle était encadré par une chevelure blanche indisciplinée, et ses yeux perçants brillaient d'un mélange de suspicion et de curiosité lorsque Holmes s'est présenté. « J'ai cru comprendre que vous vous intéressiez aux textes, slaves et à l'étude de la mémoire, » commença Holmes prudemment. « Puis-je vous demander ce que vous savez des travaux du professeur Dallimore ?» Le regard de Carstairs vacilla, et pendant un instant, je crus qu'il refuserait de répondre. Au lieu de cela, il désigna un bureau encombré. Dallimore était ambitieux, oui. Il croyait au potentiel caché de l'esprit, mais ses méthodes étaient téméraires. Je l'avais mis en garde contre toute altération de la mémoire. Il ne faut pas prendre de telles forces à la légère. Les yeux de Holmes se plissèrent. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu pousser ses méthodes plus loin, au-delà de la prudence et jusqu'à la manipulation? Carstairs hésita, puis parla à voix basse. On murmure un nom dans les cercles intimes, un homme qui mêle science et occultisme, un homme appelé le docteur Henry Mallory. À ces mots, Holmes se pencha en avant. Mallory? C'est un neurologue, n'est-ce pas? Carstairs hocha la tête. Et plus encore, on dit qu'il expérimente des produits chimiques qui altèrent la mémoire, effaçant les identités et en implantant d'autres à leur place. Dangereux, illusionné peut-être, mais son influence est vaste. J'ai ressenti un frisson. Les pièces du puzzle ont cliqué. Le nom de Mallory associé au docteur Brent, les agents chimiques, les souvenirs effacés. Ce n'était pas une simple coïncidence. Holmes se leva, l'esprit visiblement en ébullition. Nous devons retrouver ce docteur Mallory avant qu'il ne fasse une autre victime. Nous quittâmes le bureau de Carstairs avec une urgence renouvelée pour nous rendre à la dernière adresse connue de Mallory. Une modeste maison de ville à Bloomsbury. La maison était silencieuse à notre arrivée, les rideaux tirés comme pour dissimuler les secrets qu'elle contenait. Holmes scruta la façade du regard avant de sortir une clé de sa poche, une clé volée lors d'une précédente perquisition aux archives de l'université. À l'intérieur, l'air était lourd d'odeurs, de produits chimiques et de vieux papiers. Les étagères, alignées le long des murs, étaient remplies de flacons de formes variées, certains étiquetés en latin, d'autres avec des symboles énigmatiques. Holmes avançait avec détermination, inspectant fioles et carnets, tandis que je montais la garde près de la porte. Dans un journal, Holmes a lu à haute voix « La mémoire est malléable. Le passé est une toile pour l'esprit présent. Oublier, c'est renaître. » Il fronça les sourcils. Ces expériences sont à la frontière entre science et folie. Alors que nous cherchions, un léger bruit attira mon attention. Un léger bruissement provenant d'une armoire verrouillée dans un coin. Holmes se déplaça rapidement, crochetant la serrure avec une aisance experte, révélant une petite collection de photographies et de correspondances. Parmi elles figurait une lettre, adressée au docteur Brent, évoquant un procès réussi et la nécessité de la discrétion. Plus effrayante encore était une photographie des deux hommes Dallimore côte à côte, mais avec une troisième silhouette dans l'ombre derrière eux, le visage caché. Les yeux de Holmes brillaient d'une intensité indéniable. L'observateur n'est pas un mythe, Watson. Il est réel et plus proche que nous le pensions. Soudain, un craquement à l'étage nous fit sursauter. Holmes fit signe de se taire tandis que nous échangions un regard. Nous montâmes prudemment, mais nous découvrîmes un bureau vide jonché de papier, preuve d'un départ précipité. Mais sur le bureau, une enveloppe restait close.
Holmes la ramassa, révélant un autre message mystérieux à l'intérieur. « Le miroir ne ment pas, mais le verre peut se briser. » Holmes leva les yeux vers moi, un sourire sinistre aux lèvres. « Watson, le jeu s'accélère, préparons-nous, car la troisième ombre se déplace rapidement et sans pitié. » De retour à Baker Street, le poids de nos découvertes nous pesait, lourdement. Le réseau de manipulation de la mémoire, de sociétés secrètes et d'un antagoniste caché s'était transformé en un labyrinthe d'où il était impossible de s'échapper facilement. Tandis que je regardais Holmes préparer ses notes et ses plans, je ne pouvais m'empêcher d'être émerveillé par l'extrême complexité de l'affaire. Il ne s'agissait pas seulement de souvenirs perdus ou d'hommes disparus, mais d'une véritable bataille identitaire. Holmes se tourna soudain vers moi. « Watson, demain, nous visiterons à nouveau la Bodleienne. Il nous reste un dernier détail. À découvrir. Un indice caché à la vue de tous, masqué par les couches de tromperie. Il est là à nous attendre. » J'acquiesçais, ressentant à la fois l'excitation et l'effroi de ce qui m'attendait. Le savant qui s'oubliait 2 fois n'était que le symptôme d'une énigme plus grande, celle qui allait mettre à l'épreuve les limites de notre raison et de notre détermination. La nuit tombait, le brouillard londonien déferlant comme une marée silencieuse sur la ville. Dans le silence de notre bureau, j'entendais l'esprit de Holmes tourner inexorablement comme toujours, à la recherche de la vérité derrière les éclats du miroir. L'aube grise s'étendait lentement sur Londres, tandis que Holmes et moi, nous dirigions à nouveau vers la bibliothèque bodléienne, ancien cœur de la recherche scientifique, où notre quête de vérité se dirigeait désormais inexorablement. La brume s'accrochait aux réverbères tels des voiles, adoucissant les contours de la majestueuse architecture de la ville, mais ne parvenant guère à masquer la tension qui se lisait dans le regard perçant de mon compagnon. Holmes avançait, avec la démarche assurée d'un homme qui a entrevu le motif sous le chaos, même si, comme toujours, son assurance était tempérée par une vive prudence. À notre arrivée à la Bodleian, nous fûmes accueillis par un gardien au visage sombre. Il hocha la tête d'un air entendu, tandis que nous présentions nos lettres de créance et expliquions brièvement l'urgence de notre enquête. Il nous guida à travers un labyrinthe de couloirs et d'escaliers usés par des siècles de pas jusqu'à une section isolée réservée aux manuscrits rares et fragiles. La faible lumière vacillait sur les plafonds voûtés et une odeur de vieux parchemin et de poussière emplissait l'air, un parfum enivrant pour tout véritable bibliophile, mais lourd de secrets aujourd'hui. Holmes entreprit un examen méticuleux du registre des emprunts et des retours tenus par l'archiviste principal de la bibliothèque. Ses doigts dansaient légèrement sur les entrées effacées, tandis qu'il marmonnait des observations. Je le regardais marquer une pause, les yeux plissés sur un ensemble particulier d'entrées, une série de documents prêtés enregistrés, sous un pseudonyme, un alias peut-être, couvrant les derniers mois et coïncidant avec la chronologie de nos chercheurs disparus. « Watson », dit Holmes d'une voix basse mais pressante, « observez le schéma. Ces manuscrits sont des textes obscurs et ésotériques sur la mémoire et l'identité, des sujets au cœur de notre mystère. Mais notez le nom de l'emprunteur, Gideon Clermont. Aucun individu de ce nom n'est officiellement affilié à une institution ici. » Je fronçai les sourcils, considérant les implications. Une fausse identité, donc, conçue pour dissimuler la véritable origine de ces transactions. Holmes hocha la tête. En effet, et ce pseudonyme refait surface avec une régularité troublante, juste au moment où les disparitions commencent. Qui que soit ce Clermont, il agit avec un objectif précis. Acquérir des connaissances, peut-être, des armes sous forme de sciences obscures. En poussant plus loin, Holmes découvrit un registre de correspondance reliant Clermont à une adresse proche de Gray's Inn. Le nom lui-même réapparut dans des lettres scellées avec le même emblème de serpent et de plume que dans les documents précédents. La piste se précisait. Nous quittâmes la bibliothèque en toute hâte, parcourant les rues animées jusqu'à la discrète maison de ville, nichée dans une ruelle tranquille, ombragée par d'imposants sycomores. La porte ne portait aucune plaque. Il était clair que ce n'était pas un endroit destiné aux visiteurs de passage. Holmes frappa à la porte avec détermination, mais fermeté. La porte s'ouvrit sur une silhouette élancée, le visage maigre et pâle, le regard perçant et nerveux. « Vous devez être Monsieur Holmes, » dit l'homme à voix basse. « Je suis Monsieur Clermont. » Holmes inclina la tête, le regard perçant. « Nous avons beaucoup à discuter, Monsieur Clermont.
vos récentes activités ont suscité l'inquiétude au sein de la communauté universitaire. Clermont hésita, puis s'écarta pour nous laisser entrer. L'intérieur était austère, encombré de livres et de papiers, mais imprégné d'un ordre calculé. Sur une table centrale se trouvaient plusieurs instruments scientifiques. Des tubes à essai, de petites fioles de liquide aux teintes surnaturelles et un curieux appareil en laiton poli aux délicats engrenages. J'imagine que vous souhaitez savoir pourquoi je me suis procuré ces manuscrits, dit Clermont en s'installant dans un fauteuil usé. Très bien. En vérité, mon travail porte sur les frontières fragiles de l'esprit, comment la mémoire peut être démêlée et renouée. Mais je vous assure que mon but n'est pas malveillant. Le sourire de Holmes était mince, presque amusé. De telles affirmations nécessitent des preuves. Comment conciliez-vous vos expériences avec le préjudice subi par les professeurs Dallimore et Pentlow? Le visage de Clermont s'assombrit. Je connais bien les conséquences de repousser les limites de la science. Mais les professeurs ont fait preuve d'imprudence, doutant des risques. Ils ont manipulé des forces qu'ils ne pouvaient contrôler. Et le docteur Brent? Ai-je interrompu. Est-ce votre collaborateur? Clermont secoua la tête. Brent n'est qu'un pion, ignorant toute l'étendue du problème. Il a fourni les composés chimiques, certes, mais c'est moi qui les ai adaptés à la manipulation cognitive. Les yeux de Holmes lancèrent des éclairs. Alors vous admettez avoir fabriqué les substances mêmes qui ont effacé la mémoire. De ces hommes? Clermont hocha la tête. Je cherchais à percer les secrets de l'identité, à guérir les maux qui affligent l'esprit. Mais quelque chose de plus sombre, est intervenu. Expliquez-moi, insista Holmes. Après les premiers essais, a poursuivi Clermont, j'ai découvert des preuves d'interférences externes. Quelqu'un a utilisé mes recherches à des fins que je n'avais pas prévues. Un tiers qui cherche à contrôler les esprits, à effacer et à remplacer les identités à des fins personnelles. Le regard de Holmes s'aiguisa. Et connaissez-vous cet individu? Clermont déglutit, ses doigts se crispant sur les accoudoirs, sauf qu'il se fait appeler le miroir. Une ombre dans le monde universitaire, expert en tromperie et en effacement. Ce nom me fit froid dans le dos. Le miroir, un écho des messages énigmatiques, des reflets brisés, des moi effacés. Holmes se leva brusquement. Nous devons trouver ce miroir avant que d'autres vies ne soient détruites par ces machinations. À cet instant, un bruit soudain provenant du couloir, un pas rapide et furtif, attira notre attention. Holmes se dirigea vers la porte à la vitesse de l'éclair, mais la silhouette avait disparu, ne laissant derrière elle qu'une légère trace de parfum et un bout de papier jeté à la hâte. Holmes le ramassa avec précaution, examinant le délicat manuscrit. « Un message, dit-il. Vous poursuivez les ombres alors que le véritable reflet se trouve à l'intérieur. » Le visage de Clermont pâlit. « Il se moque de nous. » La voix de Holmes était résolue. Moquerie ou avertissement, c'est un indice. Le miroir souhaite être retrouvé, pour jouer à ce jeu de masques et de souvenirs. Nous avons quitté la maison avec empressement, le poids du message pesant sur nous. L'enquête s'était engagée dans un jeu dangereux où les esprits étaient le champ de bataille et la tromperie, l'arme la plus meurtrière. De retour à Baker Street, Holmes s'attacha à reconstituer les indices fragmentés avec une intensité renouvelée. Les pseudonymes, les sociétés secrètes, les manipulations chimiques, tout convergeait vers une réalité unique et troublante. Le miroir n'était pas seulement un érudit égaré, mais un maître des subterfuges psychologiques, dont la connaissance des sciences et des textes anciens faisait de lui un adversaire redoutable. Alors que la nuit tombait, Holmes s'arrêta, regardant par la fenêtre le brouillard londonien qui s'enroulait comme de la fumée sur les toits. « Watson, dit-il doucement, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Si nous voulons arrêter le miroir, nous devons penser comme lui, anticiper ses actions et découvrir la vérité cachée derrière l'illusion de l'oubli. » J'ai regardé Holmes retourner à ses notes, l'esprit brûlant de détermination, sachant que les prochaines étapes que nous entreprendrions nous rapprocheraient du cœur d'un mystère qui menaçait non seulement les esprits, mais l'essence même de l'identité elle-même. Le jeu était loin d'être terminé. Le lendemain matin, les réverbères clignotaient encore faiblement dans l'épais brouillard, tandis que Holmes et moi nous rendions à un rendez-vous qu'il avait organisé avec l'estrade à Scotland Yard. La piste de l'identité insaisissable du Mirror et de ses avertissements énigmatiques
avait désormais dépassé le cadre de l'intrigue académique et il était clair que des ressources policières officielles seraient nécessaires pour empêcher de nouveaux dommages. La cour était inhabituellement animée à une heure aussi matinale. Employés et agents de police s'y pressaient, le visage marqué par la fatigue. Lestrade nous attendait à l'entrée, sa brusquerie habituelle adoucie par une pointe de respect à la vue de Holmes. Nous avons examiné les rapports sur les récentes disparitions et les étranges découvertes faites à l'université, commença Lestrade à voix basse en nous conduisant dans un bureau privé. Les témoins sont rares et les preuves minces, mais la tendance est indéniable. Des personnes liées aux recherches sur la mémoire menées à l'université disparaissent ou réapparaissent dans des états altérés. Nous devons démasquer le responsable avant qu'il n'y ait une autre victime. Holmes hocha la tête, le regard brillant de détermination. Le jeu du Mirror est psychologique, mais il laisse des traces physiques. Nous devons identifier ces traces et lui forcer la main. Lestrade remit à Holmes un dossier contenant des déclarations et des rapports de témoins vivant près des lieux où les érudits disparus avaient été vus pour la dernière fois. Une entrée retint son attention, la description d'un personnage portant une cape distinctive ornée d'un emblème représentant un serpent et une plume, aperçu rôdant près de la Bodléienne quelques jours avant la disparition de Pentlow. Cette cape, songea Holmes, correspond au symbole de la société secrète que nous avons rencontrée plus tôt. Le miroir est sans aucun doute lié à ce groupe, ce qui lui permet d'y accéder et de se protéger. Nous avons passé la majeure partie de la matinée à recouper les noms et adresses associés à cet emblème, tentant de démêler les méandres de la société. Parmi les membres répertoriés, un nom s'est démarqué. Un certain docteur Jonathan Mallory, celui-là même que nous soupçonnions de mener des expériences d'altération de la mémoire. Lestrade haussa un sourcil. Mallory est connu pour être un solitaire, mais il n'existe aucune trace de ses activités récentes. S'il est impliqué dans cette société secrète, il pourrait être la clé de l'identité du Mirror. Les lèvres de Holmes s'étirèrent en un léger sourire. Alors, il est temps de lui rendre visite. Nous avons demandé à Lestrade une présence policière discrète en renfort, compte tenu des dangers potentiels d'une confrontation avec Mallory. Nous avions trouvé une maison de ville modeste sur Gower Street, mais à mesure que nous approchions, un silence étrange régnait sur le quartier, seulement interrompu par le faible écho des pas sur le trottoir humide. Le regard perçant de Holmes scruta l'extérieur du bâtiment. Remarquez, Watson, les légères traces de craie près du seuil, des symboles utilisés lors de rites anciens, souvent par des personnes s'adonnant à l'occultisme ou aux sociétés secrètes. Les expériences de cet homme brouillent la frontière entre science et superstition. À l'intérieur, la maison était sombre et encombrée, avec des piles de livres et d'étranges appareils éparpillés un peu partout, témoignage du travail obsessionnel de Mallory. Nous avons trouvé le médecin dans son bureau, penché sur un microscope, le visage émacié et le regard enfoncé mais perçant. « Docteur Mallory, » commença Holmes, « nous cherchons des réponses sur les disparitions de vos collègues et sur les substances altérant la mémoire liées à vos recherches. » Le regard de Mallory passa de l'un à l'autre, puis se posa sur Holmes. « Vous avez fait du chemin, monsieur Holmes, mais attention, le savoir a un prix. » Il nous a conduits vers une armoire verrouillée, d'où il a sorti une fiole remplie d'un liquide scintillant. C'est la toute dernière formule, conçue pour effacer les souvenirs avec précision, pour effacer l'identité elle-même. Mais je ne l'ai pas créée seul. Les yeux de Holmes se plissèrent. « Vous admettez une collaboration ?» Mallory hocha la tête à contre-cœur. « Il y a un homme qui se fait appeler le miroir. Il a approfondi mes recherches, les utilisant comme arme pour contrôler et manipuler. C'est un maître de la tromperie, capable d'effacer et de réécrire les identités à volonté. « Où pouvons-nous le trouver ?» demandai-je. Mallory secoua la tête. « Il a toujours une longueur d'avance, se cachant à la vue de tous parmi les érudits et les fonctionnaires. Mais il y a un endroit qu'il redoute, la vieille tour de l'horloge de Fleet Street. C'est là que ses expériences ont commencé, et c'est là que son pouvoir est le plus faible. » L'expression de Holmes se durcit. « Alors nous l'affronterons là-bas. » Alors que nous nous apprêtions à partir, un bruit soudain nous fit sursauter. Une silhouette sombre passa brusquement devant la fenêtre, disparaissant dans le brouillard. Holmes se lança à sa poursuite, mais la silhouette s'enfuit dans le labyrinthe des rues. De retour à Baker Street, le poids de notre savoir pesait lourdement sur nous.
L'emprise du miroir s'étendait plus loin que nous l'avions imaginé, et le jeu était désormais une danse mortelle d'ombres et de miroirs. Cette nuit-là, tandis que Holmes examinait les indices, son comportement devint agité et intense. Il arpentait la pièce d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Watson, la plus grande arme du miroir ne réside pas dans les produits chimiques ni dans les rites secrets, mais dans sa capacité à manipuler la perception. Il force ses victimes à douter de leurs propres souvenirs, d'elles-mêmes. » Je l'observais attentivement. Comment contrer un tel ennemi? Holmes marqua une pause, une rare trace de vulnérabilité dans le regard, en le forçant à entrer, dans la lumière, en retournant son propre jeu contre lui. Le lendemain, Holmes élabora un plan exigeant patience et subtilité. Nous allions mettre en place un piège, diffusant de fausses informations par des canaux soigneusement choisis, laissant entendre que de nouvelles recherches sur l'effacement de la mémoire avaient été découvertes, une information à laquelle le Mirror ne pouvait résister. Nous avons contacté Carster et Clermont, chacun ignorant l'implication de l'autre, tissant une toile de tromperie pour attirer le miroir hors de sa cachette. Les jours passèrent dans une attente tendue jusqu'à ce qu'un soir un messager arrive à Baker Street avec une note énigmatique. Le verre se fissure, le reflet vacille. Le jeu recommence. Les yeux de Holmes brillaient d'une satisfaction sinistre. Il a mordu à l'hameçon. Les préparatifs ont été faits pour la confrontation finale. Chaque étape étant calculée pour révéler l'identité du miroir et mettre fin à son règne de terreur psychologique. Alors que la ville dormait sous un manteau de brouillard, Holmes et moi nous préparions à affronter l'énigme ultime. L'érudit qui s'est oublié 2 fois et l'homme qui cherchait à effacer l'essence même de l'identité. La nuit s'installa sur Londres tel un linceul de velours, un épais brouillard s'enroulant dans les rues et étouffant le brouhaha habituel. Au 221B Baker Street, Holmes se déplaçait avec une précision délibérée, l'esprit en ébullition tandis qu'il déployait les dernières pièces du piège. Chaque détail était scruté. Le placement des agents, la synchronisation des signaux, les messages semés pour attirer le miroir hors de son antre. Le jeu avait atteint un tournant décisif. « Restez vigilant, Watson », lui conseilla Holmes d'une voix basse mais assurée. Le miroir se nourrit de tromperies et de désinformation. Un faux pas, et les ombres nous engloutiront. J'acquiesçais, ressentant le poids de l'instant. Malgré la terreur qui m'envahissait, il ne faisait aucun doute que l'intelligence de Holmes était le phare qui nous guidait à travers ce labyrinthe de souvenirs oubliés et de motivations cachées. Nous nous diriguâmes vers Fleet Street alors que l'heure se faisait tardive. Les rues étaient désormais désertes, à l'exception du fracas occasionnel d'un fiacre ou de l'aboiement lointain d'un veilleur. L'antique tour de l'horloge se dressait comme une sentinelle dans le ciel nocturne, sa silhouette se découpant avec précision par les lueurs vacillantes du gaz en contrebas. Les yeux de Holmes brillaient de détermination, tandis que nous approchions de la lourde porte de bois de la tour. À l'intérieur, l'air était lourd de poussière et imprégné d'une légère odeur d'huile provenant des mécanismes de l'horloge. Les immenses engrenages et les pendules se profilaient dans l'ombre, leur tic-tac rythmique formant un métronome obsédant dans le silence. Le regard de Holmes balaya la pièce, notant les signes subtils d'une activité récente. Une légère empreinte de pas dans la poussière ici, une tache d'encre sur un registre là. Soudain, un léger bruissement résonna dans la galerie supérieure. Holmes fit signe de se taire et s'approcha, tous ses sens en éveil. Là, dans la faible lueur d'une lanterne, se tenait une silhouette drapée dans la cape familière à serpents et plumes, le visage partiellement masqué par une capuche, le miroir. « Vous nous avez menés en bateau, monsieur Holmes », entonna le Mirror d'une voix douce et glaciale. « Mais la partie est loin d'être terminée. » Holmes s'avança, le regard brûlant de défi. « Vous avez usé de science et de subterfuge pour dépouiller les hommes de leur être. Vos crimes prennent fin ce soir. » Le miroir sourit, un pincement cruel aux lèvres. « Et pourtant, qu'est-ce que l'identité, sinon une construction fragile ? J'ai simplement dévoilé la vérité qui se cache en dessous. » Avant que je puisse réagir, le miroir se précipita vers un panneau dissimulé et disparut dans un passage étroit. Holmes et moi échangeâmes un regard avant de le poursuivre, descendant dans les entrailles de la tour, où les ombres s'enroulaient comme des êtres vivants. Le passage s'ouvrait sur une chambre secrète, dont les murs étaient tapissés de textes mystérieux et d'appareils scientifiques.
En son centre se dressait un engin comme je n'en avais jamais vu. Une chaise entourée de bobines et de tubes de verre, bourdonnant d'une lumière étrange. L'appareil dégageait une aura troublante, comme s'il était conçu non seulement pour effacer la mémoire, mais aussi pour emprisonner l'âme elle-même. Holmes étudia attentivement l'appareil. C'est le cœur de son opération, Watson. La machine même qui a bouleversé tant d'esprits. Soudain, une trappe claqua derrière nous, plongeant la pièce dans l'obscurité. D'une main rapide, Holmes sortit une petite fiole de phosphore qu'il écrasa pour allumer une faible lueur. Dans la lumière vacillante, le miroir apparut dans une alcôve latérale, triomphant et impénitent. « Tu me sous-estimes, Holmes. Grâce à cet appareil, je peux réécrire le passé, contrôler le présent et façonner l'avenir. On ne peut pas arrêter ce qu'on ne comprend pas. » La réponse de Holmes fut calme mais résolue. Au contraire, c'est la compréhension qui vous détruira. D'un mouvement rapide, Holmes se précipita vers le panneau de commande, ses doigts dansant sur les boutons et les leviers. Des étincelles jaillirent, tandis que la machine gémissait et gémissait. Mais l'appareil commença à s'éteindre. L'écho. Miroir grogna, prêt à intervenir, mais Holmes fut plus rapide, repoussant le méchant d'une frappe bien placée. « Watson !» appela Holmes. « Fermez la porte et faites venir l'estrade. La fin de la partie est proche. » J'obtempérai, barrant la sortie, tandis que Holmes continuait à démonter l'appareil. Le miroir était furieux, mais son pouvoir s'affaiblissait. Quelques instants plus tard, des pas lourds résonnèrent dans le couloir. L'estrade et les officiers firent irruption, armes au poing. « Par ordre de la couronne, » a déclaré l'estrade, « vous êtes en état d'arrestation, monsieur. » Tandis que le miroir était immobilisé, il lança à Holmes un dernier regard venimeux. « Vous avez peut-être gagné cette manche, mais les réflexions sont nombreuses et la vérité reste insaisissable. » Holmes l'observa un long moment avant de répondre « Peut-être. Mais un miroir brisé en révèle mille autres. Nous verrons bien quel reflet perdure. » Une fois le miroir sécurisé et l'appareil démantelé, le brouillard qui enveloppait, le mystère commença à se lever, révélant toute l'étendue de la tromperie et de la souffrance provoquée par l'obsession d'un homme pour son identité. De retour à Baker Street, je me suis retrouvé à réfléchir à cette épreuve, m'émerveillant à nouveau du génie de Holmes et de la logique implacable qui nous avait guidés à travers une telle obscurité. Holmes, s'installant dans son fauteuil avec une rare satisfaction, songea à voix haute. « L'esprit est le plus grand mystère de tous, Watson. Comprendre son fonctionnement, c'est saisir l'essence même de l'être humain. » J'ai hoché la tête, la chaleur de l'admiration mêlée à un malaise persistant. L'héritage du miroir était un rappel glaçant que la mémoire et l'identité, une fois brisées, pouvaient défaire la structure même de l'être. Pourtant, malgré les horreurs auxquelles nous avons été confrontés, les derniers mots de Holmes résonnaient avec une promesse d'espoir et de résilience. En fin de compte, ce ne sont pas les ombres dont nous nous souvenons, mais la lumière que nous choisissons de retenir. Et c'est ainsi que l'affaire du savant qui a oublié son identité à 2 reprises a pris fin, laissant derrière lui une traînée de souvenirs brisés, de soi retrouvés et le mystère persistant de l'esprit humain. Le lendemain matin, pâle et brumeux, l'aube se leva sur Londres, reflet parfait des lourdes pensées qui m'assaillaient, assis aux côtés de Holmes dans notre salon de Baker Street. La capture du miroir et le démantèlement de son appareil diabolique n'avaient pas apporté la conclusion attendue d'une telle affaire. Au contraire, les fils emmêlés d'identités brisées et de souvenirs fracturés semblaient encore s'enrouler aux confins de notre compréhension. Holmes restait assis tranquillement, le regard fixé sur les journaux du matin, même si son esprit était visiblement ailleurs. Moi aussi mes pensées revenaient aux expressions des prisonniers, le regard vide de ceux dont la mémoire avait été altérée, le léger tressaillement de reconnaissance mêlé à une profonde confusion. « Watson, dit enfin Holmes d'une voix mesurée, il y a quelque chose dans cette affaire qui me trouble. La capture du Mirror est une victoire, mais je soupçonne que son véritable coup n'a pas encore été pleinement révélé. » Je me suis penché en avant, intrigué. « Que voulez-vous dire? Y a-t-il eu des développements ?» Holmes plia lentement le papier et le mit de côté. Plusieurs des chercheurs concernés ont été emmenés à Saint-Barthélemy pour examen, mais leurs résultats sont pour le moins incohérents. La mémoire n'est pas un simple registre que l'on peut effacer et réécrire à volonté. L'esprit humain résiste. Et pourtant ces hommes souffrent d'une forme de fragmentation, une dissonance entre ce qu'ils étaient
et ce qu'il croit être. Il se leva et commença à arpenter la pièce, le rythme de ses pas rythmant ses pensées. Les expériences du miroir, aussi obscures soient-elles, ont ouvert une porte que nous devons maintenant franchir avec prudence. Les implications pour les neurosciences, l'éthique et le droit sont profondes. Avant que je puisse répondre, un coup sec retentit à la porte. Madame Hudson entra, portant une lettre adressée de la main prudente de l'inspecteur Lestrade. Holmes brisa le sceau et en parcourut rapidement le contenu, son front se fronçant davantage à chaque ligne. Ceci, Watson, vient du doyen de la faculté. Il semble qu'une nouvelle anomalie ait été découverte, impliquant Carster lui-même. Il semble que notre connaissance commune ait été victime d'une rechute de perte de mémoire, avec des symptômes bien plus graves et soudains qu'auparavant. J'échangeai un regard avec Holmes, dont l'expression exprimait désormais une inquiétude manifeste. Il faut le voir immédiatement. Le trajet jusqu'au collège fut rapide, malgré le brouillard londonien qui s'était épaissi, brouillant les lampadaires et étouffant le monde. Le logement de Carstairs était modeste. L'érudit, autrefois dynamique, n'était plus que l'ombre. De lui-même, le regard vide et inquiet. Le doyen nous a accueillis à la porte, le visage pâle et tiré. Monsieur Carstairs a été retrouvé errant près de la rivière à l'aube, incohérent et effrayé. Il ne se souvient pas des événements de la semaine passée, ni de son identité avec certitude. À l'intérieur, Carstairs était assis près du feu, les mains tremblantes, serrant contre lui un carnet de notes à la reliure de cuir usé. Lorsque Holmes s'approcha et lui parla doucement, son regard vacilla, marqué par une brève reconnaissance, puis se perdit à nouveau dans la confusion. Holmes s'agenouilla près de lui et examina le carnet. « Ce sont vos notes, docteur, n'est-ce pas? Dites-moi, vous souvenez-vous de les avoir écrites ?» Les lèvres de Carstairs s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Il traça les schémas complexes d'un doigt tremblant, comme s'il cherchait à s'ancrer dans le passé à travers l'encre délavée. Lestrade, debout silencieusement près de la porte, murmura « C'est pire qu'avant. Sa mémoire se fracture, d'une manière que nous n'avions pas anticipée. » Holmes hocha gravement la tête. Le dernier cadeau du miroir peut-être, un écho de ces manipulations qui persistent encore aujourd'hui. Déterminé à comprendre la nature de l'état de Carstairs, Holmes a proposé que nous consultions la neurologue la plus éminente de St. Bartholomew's, le docteur Agnes Pembroke, une femme réputée pour ses approches novatrices des mystères de l'esprit. Le docteur Pembroke nous accueillit chaleureusement, même si son regard reflétait la gravité de la situation. Après un examen approfondi des notes de Carstairs, elle émit une théorie qui me figea. Monsieur Holmes, le docteur Carstairs, souffre de ce que l'on pourrait appeler une amnésie psychogène, aggravée par une maladie neurologique rare, aggravée par un traumatisme. L'interférence du miroir a perturbé les voies neuronales qui constituent le cœur de son identité. Même après la disparition de la menace extérieure, les dommages internes persistent. Holmes croisa les doigts pensivement. Alors, son esprit est pris entre la restauration et la dissolution, un équilibre fragile. Exactement, a confirmé le docteur Pembroke. Et sans intervention attentive, la fragmentation s'aggravera, pouvant conduire à une perte de soi permanente. Les conséquences étaient stupéfiantes. L'homme que nous croyions victime d'une manipulation extérieure était désormais prisonnier de son propre esprit, un lieu où raison et mémoire se livraient une guerre silencieuse. Le regard de Holmes s'éloigna comme s'il évaluait des possibilités bien au-delà du cas immédiat. Il existe un remède, bien que non testé et précaire, une série d'exercices cognitifs et de thérapies conçus pour reconstruire les connexions neuronales, grâce à la mémoire associative et aux ancrages émotionnels. Cela demandera du temps, de la patience et de la vigilance. J'ai décidé d'apporter mon aide de toutes les manières possibles, car la situation critique de Carstairs nous rappelait brutalement que notre quête de la vérité nous mène souvent dans les recoins les plus fragiles de l'humanité. Au fil des jours, nous rendions régulièrement visite à Carstairs, aidant le docteur Pembroke à exhumer ses souvenirs. Il y avait des moments de triomphe, une soudaine reconnaissance par-ci, un nom ou un visage retrouvé par-là, et des moments de désespoir lorsque son esprit se réfugiait dans le silence. Tout au long de son parcours, Holmes est resté un pilier d'une logique inébranlable, mais même lui a laissé entrevoir des lueurs d'empathie pour adoucir son attitude sévère. Un soir,
alors que Carster racontait un rêve fragmenté, peuplé d'images vacillantes d'une silhouette sombre et de noms murmurés, Holmes l'interrompit doucement. « Concentrez-vous, docteur. Cette silhouette ressemble-t-elle à quelqu'un que nous avons déjà rencontré ?» Le regard de Carster s'éclaircit un bref instant. Le miroir, mais aussi quelqu'un d'autre. Un homme de l'université, le professeur Aldrich. L'intérêt de Holmes s'accrut aussitôt. « Aldrich, dites-vous, le même qui s'opposait à la recherche sur la mémoire pour des raisons éthiques ?»« Oui, » murmura Carstairs. « Il m'a prévenu. Il m'a dit qu'il y avait des dangers plus profonds. » Cette révélation ajouta une nouvelle dimension au mystère. Aldrich était-il un gardien silencieux ou ses avertissements étaient-ils motivés par des motivations plus sombres? Déterminé à découvrir la vérité, Holmes organisa une rencontre discrète avec Aldrich sous couvert d'une discussion académique. Aldrich, un homme décharné au regard perçant, nous accueillit dans son bureau tapissé de livres anciens. « Je sais pourquoi vous êtes venu, » dit Aldrich sans préambule. « Vous cherchez la vérité sur le miroir et les expériences qui ont divisé nos collègues. Mais vous devez comprendre que les dangers sont plus profonds que vous ne l'imaginez. » Holmes se pencha en avant. « Alors parle clairement. Que veux-tu dire ?» La voix d'Aldrich se réduisit à un murmure. Le Mirror n'agissait pas seul. Il existe une faction au sein de l'université qui cherche à instrumentaliser la mémoire, elle-même un moyen de contrôler la pensée, la loyauté et même l'histoire. Les drogues altérant la mémoire ne sont qu'une façade. La pièce semblait se refroidir tandis qu'il parlait, les ombres s'allongeant. Il manipule le passé pour réécrire le présent. L'état de Carster est une victime de cette guerre. Les yeux de Holmes se plissèrent, une lueur à la fois de reconnaissance et de défi traversant son visage. Nous devons démasquer ces conspirateurs avant que d'autres vies ne soient perdues. Alors qu'Aldrich révélait les noms et les connexions, il devint clair que le véritable danger n'était pas seulement l'obsession du Mirror, mais un réseau d'influence qui menaçait le tissu même de la connaissance et de la confiance. L'affaire, que l'on croyait close avec l'arrestation du Mirror, s'était transformée en un casse-tête bien plus complexe et périlleux qui allait mettre à l'épreuve l'intelligence de Holmes et se résoudre comme jamais auparavant. À cet instant, j'ai compris que le chercheur qui avait oublié son identité à 2 reprises n'était qu'un début. La bataille pour la mémoire, la vérité et l'âme de l'université ne faisait que commencer. Le poids des révélations d'Aldrich persista longtemps après notre départ de son bureau. L'esprit vif de Holmes, d'ordinaire si vif et déterminé, parut momentanément obscurci par l'énormité de la conspiration qui avait pris racine sous les vénérables couloirs de l'université. Dehors, le brouillard qui enveloppait si souvent Londres s'épaississait, enveloppant la ville d'une étreinte glaciale qui semblait faire écho au froid qui s'installait en moi. Alors que nous retournions à Baker Street, Holmes nous parla avec une gravité inhabituelle. « Watson, nous avons démasqué plus d'un esprit criminel. Le Mirror n'était qu'un pion dans un plan bien plus vaste, un réseau déterminé à utiliser la mémoire elle-même comme un outil de pouvoir. » Je fronçai les sourcils, essayant de reconstituer les fragments de ce mystère grandissant. Mais à quelle fin? Que pourrait-on tirer d'une telle manipulation? Les yeux de Holmes brillaient d'une intensité familière. « Le contrôle, mon cher Watson, le contrôle des esprits, des histoires, des vérités. Imaginez une société où l'allégeance ne serait pas dictée par des convictions, mais par une mémoire artificielle. Les implications sont terrifiantes. » À notre arrivée à Baker Street, l'estrade fut accueillie avec enthousiasme. L'habituelle fanfaronnade de l'inspecteur était tempérée par l'inquiétude, comme s'il sentait l'ombre s'installer plus profondément dans l'affaire. « Nous surveillons certains chiffres à l'université, Holmes, » rapporta l'estrade. « Il y a eu une activité inhabituelle dans plusieurs facultés, des réunions nocturnes, des dépenses non comptabilisées et une campagne discrète mais persistante visant à discréditer quiconque remet en question les nouvelles recherches. » Holmes hocha la tête. Exactement le genre d'obscurcissement auquel on s'attend lorsqu'une opération secrète est en cours. Nous devons agir avec prudence, car ces hommes comprennent les enjeux et n'hésiteront pas à faire taire toute opposition. Ce soir-là, après avoir assuré la prise en charge de Carster par le docteur Pembroke, Holmes et moi avons de nouveau rencontré Aldrich. Dans la pénombre d'une salle privée de l'université, Aldrich a dévoilé la société secrète qu'il avait tenté de démasquer, une alliance de professeurs influents
de financiers et de fonctionnaires du gouvernement qui avaient des intérêts particuliers dans la manipulation de la mémoire à des fins politiques et économiques. Les expériences du Mirror n'étaient que la partie émergée de l'iceberg, murmura Aldrich. Ils cherchent à breveter et à contrôler des techniques susceptibles de réécrire l'opinion publique, de réprimer la dissidence et de créer des histoires fabriquées de toutes pièces, favorables à leurs ambitions. Oh, Holmes assimila l'information avec une précision chirurgicale. Et leur base d'opération? Aldrich hésita avant de répondre. Un laboratoire secret sous l'aile et de l'université, protégé à la fois par des moyens juridiques et par des agents de sécurité privés. La perspective d'infiltrer un tel endroit enflammait Holmes. Alors, ce sera notre prochaine étape. Nous devons rassembler des preuves concrètes de leurs activités avant que d'autres dégâts ne soient causés. Nous avons passé les jours suivants à nous préparer méticuleusement, Holmes élaborant un plan pour pénétrer discrètement dans les couloirs labyrinthiques sous l'université. Sa stratégie impliquait un mélange de camouflage, de minutage précis et d'exploitation des rivalités internes au sein de la faction, une tactique qui lui avait déjà bien servi. Le soir venu, enveloppés par le brouillard et la pénombre, Holmes, Aldrich et moi nous dirigeâmes vers l'aile est. L'université était un géant silencieux, ses vieilles pierres baignées de clair de lune, les ombres se rassemblant dans chaque fissure. L'œil perçant de Holmes remarqua les mouvements des patrouilles, les faibles lueurs des lanternes des gardes et les signes subtils des entrées secrètes. Avec une aisance éprouvée, Holmes força la serrure d'une porte de service rarement utilisée et nous nous glissâmes à l'intérieur. L'air se fit plus froid à mesure que nous descendions des escaliers étroits et tortueux bordés de tuyaux et de câbles, le bourdonnement lointain des machines s'intensifiant à chaque pas. La base. Une lourde porte métallique nous barrait le passage. Holmes s'agenouilla pour examiner la serrure et le mur d'enceinte. La sécurité ici est sophistiquée, mais pas impénétrable. Tenez-vous prêts. D'une main à droite, il manipula le mécanisme jusqu'à ce que la serrure cède, avec un léger clic. La porte grinça, révélant une vaste pièce baignée d'une étrange lumière verte provenant d'une multitude d'appareils lumineux, des étagères garnies de fioles de verre, des papiers parsemés d'annotations énigmatiques et des machines ronronnant doucement emplissèrent l'espace. Les yeux de Holmes brillèrent de découverte. C'est leur sanctuaire, le centre névralgique, de leur manipulation mémorielle. Alors que nous avancions, des voix résonnèrent dans une pièce adjacente. Holmes fit signe de se taire et nous nous rapprochâmes d'une porte entr'ouverte. Par l'entrebâillement, nous aperçûmes un rassemblement de silhouettes vêtues de capes sombres, les visages obscurcis par l'ombre. « Le cercle intérieur », murmura Aldrich. « Ils se réunissent pour coordonner leurs efforts. » L'esprit de Holmes s'emballait tandis qu'il écoutait leur dialogue chuchoté. Un échange effrayant de plans visant à étendre leurs expériences au-delà de la sphère universitaire, ciblant des personnalités politiques et des institutions publiques. Soudain, un faux pas. Une planche de parquet craqua sous mon pied. Des têtes se tournèrent brusquement vers notre cachette. Un ordre brutal retentit, et la pièce sombra dans le chaos. La voix de Holmes trancha la confusion. « À l'escalier, maintenant !» Nous nous sommes précipités en arrière, poursuivis par les cris et le bruit des bottes. Les couloirs labyrinthiques étaient sinueux, mais la mémoire et la perception aiguë de Holmes nous guidaient infailliblement. Nous avons émergé dans la nuit, essoufflés mais triomphants. De retour à Baker Street, nous avons rassemblé les preuves, documents, enregistrements et témoignages qui ont révélé la conspiration dans son intégralité. Holmes a transmis les dossiers à l'estrade et aux plus hautes autorités, veillant ainsi à ce que la corruption au cœur de l'université soit excisée. Quelques jours plus tard, des arrestations furent effectuées et l'université fut plongée dans un scandale. L'influence de la faction rebelle fut réduite, même si Holmes avertit que la menace d'une telle manipulation ne disparaîtrait jamais, complètement. Dans le silence qui a suivi, j'ai réfléchi à l'ampleur de l'affaire. Ce qui avait commencé comme le mystère singulier d'un érudit ayant oublié son identité à 2 reprises s'était transformé en une sombre histoire de pouvoir, de mémoire et de trahison. Un rappel que l'esprit est le champ de bataille, où se livrent les plus grandes guerres. Holmes, figure toujours énigmatique, retrouva son détachement habituel tout en laissant échapper une pointe de satisfaction. « Watson, cette affaire m'a appris que si l'esprit peut être fracturé et manipulé,
L'essence d'un homme, le noyau de sa personnalité, résiste à l'extinction. C'est là la véritable victoire. En écrivant ces mots à la lueur vacillante d'une lampe, je suis à nouveau frappé par la fragile résilience de la mémoire et l'esprit indomptable qui nous définit tous. Et je sais que partout où les ombres se rassemblent pour menacer la vérité et l'identité, Sherlock Holmes sera là, toujours vigilant, toujours inflexible. Le lendemain du scandale universitaire, l'atmosphère à Baker Street était étonnamment calme. Holmes était assis près de la fenêtre, les doigts croisés, le regard lointain mais concentré, tandis que la faible lumière filtrait à travers les rideaux. Je versai 2 tasses de thé et en posai une à côté de lui, mais il ne bougea pas. Le grand mystère s'était enfin posé, et pourtant une certaine gravité pesait sur la pièce, comme si l'affaire avait pris plus que notre temps. « Je pense, Watson, » commença enfin Holmes, « que notre travail ici a démontré une vérité immuable. La mémoire, bien que fragile, n'est pas seulement une collection de faits ou d'instants. Elle est, par essence, le fondement même de l'identité, et donc une arme des plus dangereuses, si elle tombe entre des mains sans scrupules. » J'ai hoché la tête, percevant le poids de ses paroles. L'ampleur du complot était stupéfiante. J'avoue que, malgré toutes vos déductions, je n'avais pas prévu à quel point la manipulation de la mémoire était utilisée comme outil de pouvoir. Holmes esquissa un léger sourire, cette rare lueur d'humilité dans son attitude pourtant impérieuse. « Vous avez bien fait de douter, car l'affaire était en effet truffée de fausses pistes. De l'oubli initial de Carstairs au soi-disant miroir qui jouait le maître manipulateur, chaque indice dissimulait un dessein plus sombre. Il se leva brusquement et se dirigea vers la cheminée, les yeux rivés sur un petit carnet usé, le journal de Carstairs, qui avait survécu au chaos. La clé du dénouement ne résidait pas seulement dans les preuves extérieures, mais dans les subtiles incohérences de la nature humaine. Prenons l'exemple de Carstairs lui-même. Sa confusion était authentique, mais elle était ponctuée de moments de lucidité qui laissaient entrevoir une lutte sous-jacente. Ces lueurs de lucidité étaient les miettes de pain qui nous éloignaient des fausses hypothèses. Holmes se tourna vers moi, le regard toujours aussi perçant. Et puis il y avait le professeur Aldrich, dont beaucoup ont qualifié les avertissements de paranoïa. Pourtant, sa perspicacité était inestimable. Sa volonté d'affronter la faction obscure au sein de l'université a révélé les véritables intentions de la cabale secrète. J'ai demandé « Holmes, pourquoi pensez-vous que la faction a choisi la mémoire comme arme? Les risques étaient sans doute immenses. » Le regard de Holmes s'aiguisa. « Parce que la mémoire façonne les croyances, Watson. Contrôlez ce dont un homme se souvient et vous contrôlez sa perception du monde, et par extension, ses actions. Une arme redoutable, lorsqu'elle est maniée avec précision. » Il marqua une pause, puis ajouta « Mais l'esprit humain n'est pas si facilement altéré. Même au milieu des altérations chimiques et des manipulations chirurgicales, il subsistait une résistance. La guérison partielle de Carstairs, les failles dans les plans des conspirateurs, tout cela était dû à la résilience de l'esprit. » Je sirotai mon thé pensivement. « Et le miroir, et lui ?» Le visage de Holmes s'assombrit brièvement. Un personnage tragique, brillant mais rongé par l'ambition et un mépris total des conséquences. Sa capture était nécessaire mais insuffisante, car ses actes étaient symptomatiques d'un mal plus grave, celui né de la cupidité et du désir de contrôle. C'était un homme qui oubliait non seulement l'identité des autres, mais aussi sa propre morale. L'horloge sonna et Holmes reprit sa place, le regard perdu dans le vide. Les conséquences sont douces amères. Les conspirateurs sont traduits en justice, mais les cicatrices demeurent pour Carstairs, pour l'université et pour la notion même de vérité dans notre société. J'ai réfléchi à haute voix. Il semble que la mémoire soit à la fois le plus grand cadeau et la plus grande vulnérabilité. Holmes inclina la tête. Exactement. Et c'est le devoir d'hommes comme nous de protéger ce fragile sanctuaire de l'esprit, de veiller à ce que la raison et l'intégrité prévalent sur la manipulation et la tromperie. À mesure que la journée avançait, j'ai trouvé du réconfort, dans la foi inébranlable de Holmes, en la logique et la résilience humaine. Pourtant, sous son sang-froid habituel, je percevais une rare tristesse, la reconnaissance que certaines batailles ne se gagnent pas d'un seul coup décisif, mais par la vigilance et une persévérance acharnée. Maintenant, Watson, dit Holmes,
sa voix retrouvant son acuité habituelle. Je crois qu'il est temps de nous intéresser à d'autres mystères. Le monde est vaste et ses ombres nombreuses. Je souris, reconnaissant comme toujours d'être aux côtés du grand détective, prêt à le suivre où que la piste mène. L'affaire du savant qui avait oublié son identité à 2 reprises avait mis à l'épreuve les limites de la mémoire et de la moralité, mais sa résolution témoignait de la puissance inébranlable de la raison et de l'esprit indomptable, de l'esprit humain. Et ainsi, alors que le brouillard commençait à se lever des rues de Londres, une nouvelle clarté s'installa en nous, une certitude tranquille qu'aucune obscurité, aussi profonde soit-elle, ne peut éclipser complètement la lumière de la vérité.